Aujourd'hui, si je te parle de MMA, tu vois directement de quoi il s'agit ou tu en as au moins une vague idée, tout simplement parce que le MMA ou Mixed Martial Arts est devenu une discipline mondialement reconnue. Par contre, son chemin vers la reconnaissance est loin d'avoir été des plus simples. La preuve, c'est que le milieu y travaille encore aujourd'hui. Mais on peut dire qu'après avoir été considéré comme un sport sauvage et interdit dans de nombreux pays, cette discipline a réussi à briser les préjugés pour devenir l'un des sports les plus populaires au monde. Alors comment le MMA est passé des combats de cave à des combats capables de remplir l'Accor Arena? Nous sommes le 7 mars 2024 dans l'Accor Arena de Paris, plein à craquer. Les 15 000 places pour cet événement sont parties en moins de 20 minutes. Tout le monde veut assister au combat qui oppose Baisan Gourbaki et Cédric Doumbé. Les deux combattants stars se sont chauffés sur les réseaux et le jour de la confrontation est enfin arrivé. Dans le public, tu peux apercevoir rien d'autre que Caris, Inoxtag, Jamel Debbouze ou encore Tony Parker. Bref, c'est the place to be. Bon, finalement, on le sait tous, ça se conclura par un flop avec la fameuse écharpe dans le pied, mais c'est quand même ouf de se dire qu'un combat de MMA soit un tel événement dans un pays qui jusqu'en 2020 interdisait la discipline. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter le temps et revenir aux origines. L'idée de mélanger différentes disciplines de combat, ça date pas d'hier. Déjà en Grèce antique, on pratiquait le pancrace, une discipline qui combinait la lutte et le pugilat. Cette forme primitive de combat, connue pour sa brutalité, était surnommée le sport des dieux. Et les règles étaient plutôt simples. Tout était permis, sauf mordre ou crever les yeux. Ce sport devenu très populaire a même été introduit aux Jeux Olympiques antiques. Et quelques siècles plus tard, à Rome, on pouvait voir les gladiateurs se livrer à des combats sanglants dans des arènes. Et ces affrontements privilégiaient le spectacle au détriment de l'aspect purement sportif. Les gladiateurs étaient formés dans des écoles spécialisées et pour certains, ces combats représentaient une chance de devenir des héros ou même des figures publiques respectées. Bon, ça c'était pour les origines lointaines. Mais pour retrouver les racines du MMA sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, il faut faire un grand bond au début des années 1900 au Brésil. C'est là qu'une rencontre décisive entre Michuyo Maeda, un maître japonais de Jiu-Jitsu, et Gastão Gracie, une figure locale, va poser les bases du MMA moderne. Maeda, en quête de promouvoir son art, enseigne ses techniques à Carlos Gracie et les transmet ensuite à ses frères, notamment Helio Gracie. Mais c'est avec son frère cadet Helio qu'il part à Rio pour y fonder sa propre académie de Jiu-Jitsu. Le truc, c'est qu'Helio a un trop petit gabarit, donc il ne peut pas participer aux entraînements au risque de se blesser. Mais il observe dans son coin. Et avec son frère, ils vont finir par développer de nouvelles techniques pour permettre aux plus petits de triompher face à des adversaires plus imposants. C'est la naissance du Jiu-Jitsu brésilien. Alors pour prouver l'efficacité de leur discipline, les Gracie organisent des défis publics sous le nom de Vale Tudo, qui veut dire tout est permis. Ces combats avec pour seule interdiction de toucher aux yeux, aux orifices ou à la colonne vertébrale attirent rapidement l'attention et les foules. Et un des moments les plus marquants sera la victoire éclair d'Helio Gracie face à Antonio Portugal, champion de boxe, ce qui scelle la légende de la famille Gracie. Aux États-Unis, les années 70, elles, voient l'émergence des combats de rue clandestins. Les free fights, souvent organisés dans des caves, des parkings, des entrepôts abandonnés, etc. Ces affrontements où plusieurs styles s'affrontaient sans règles ni arbitre deviendront de plus en plus fréquents dans les années 80 et 90. Par la suite, ces combats ont commencé à être filmés sous le manteau, puis diffusés. C'est alors que des figures emblématiques comme Kimbo Slice vont devenir célèbres grâce à ces vidéos et tout doucement, on va voir cette culture underground et ces combats libres se démocratiser. Dans les années 1980, Rorion Gracie, le fils aîné d'Helio, débarque aux États-Unis avec une mission bien précise: faire connaître le Vale Tudo et mettre en avant le Jiu-Jitsu brésilien. Il décide de corser un peu les choses en promettant une récompense de 100 000 $ à quiconque serait capable de battre un membre de la famille Gracie. Et forcément, ça ne passe pas inaperçu. Très vite, cette initiative propulse le Jiu-Jitsu brésilien sur le devant de la scène, captant l'intérêt du grand public. Dans sa quête de popularité, Rorion croise la route de
Hardevi, un homme d'affaires, de Bob Meyerowitz, un expert des événements sportifs télévisés, et de Campbell McLaren, un producteur de télé. Ensemble, ils imaginent un concept totalement inédit. Organiser un tournoi où des combattants issus de différentes disciplines s'affronteraient pour déterminer une bonne fois pour toutes quel style est vraiment le plus efficace. Et c'est comme ça qu'en 1993, le projet voit le jour avec la création de l'Ultimate Fighting Championship, aka l'UFC. Le 12 novembre 1993, le tout premier événement, l'UFC One, se tient à Denver aux États-Unis. Ce tournoi réunit 8 combattants venant d'horizons très différents dans une cage octogonale. Et autant dire que les règles étaient quasi inexistantes. Pas de catégorie de poids, pas de limite de temps, pas d'arbitre, pas de gants, ni de protection. En gros, c'était le zoo. Et c'est Royce Gracie avec son jiu-jitsu brésilien qui remporte ce premier tournoi, prouvant l'efficacité des techniques de grappling. Ces premiers événements d'UFC ont fait office de véritable laboratoire pour tester les styles de combat traditionnels dans un cadre sans restriction. Et on va vite remarquer certaines tendances. Les strikers, comme les boxeurs ou les karatékas, dominent debout. Mais dès que le combat arrivait au sol, ils étaient souvent en difficulté face aux grapplers, qui étaient des experts en lutte ou en jiu-jitsu, qui savaient contrôler leur adversaire et appliquer des soumissions avec une efficacité redoutable. Ce constat a rapidement transformé la donne. Il n'était plus suffisant d'exceller dans une seule discipline. Pour être compétitif, un combattant devait maîtriser à la fois le striking et le grappling. C'est comme ça qu'est né le véritable MMA, où les athlètes s'entraînent pour devenir des combattants complets. Mais malgré son succès fulgurant, l'UFC a aussi dû faire face à de nombreuses critiques. Les combats étaient jugés extrêmement violents, ce qui fascinait autant que ça choquait. L'absence de règles strictes et de protection donnait une image sauvage au sport que les médias n'hésitaient pas à qualifier de barbare. Cette violence a rapidement attiré l'attention des politiques et des groupes de défense des droits. Parmi eux, le sénateur John McCain était l'un des plus farouches opposants. Il n'a pas hésité à décrire l'UFC comme un combat de coq et à faire pression pour interdire l'organisation dans plusieurs États. Pendant que l'UFC subissait ce déclin aux États-Unis, une autre organisation voyait le jour au Japon en 1997, le Pride Fighting Championships. Le Pride s'est imposé comme la référence mondiale grâce à une structure plus professionnelle. Ils ont introduit des règles claires, des catégories de poids et organisé leurs combats dans un ring, offrant une alternative crédible et plus structurée au chaos des débuts de l'UFC. Alors qu'elle est au bord de la faillite, l'UFC connaît un tournant majeur en 2001 lorsqu'elle est rachetée par Lorenzo et Frank Fertitta, les dirigeants de Station Casino. Et elle est placée sous la direction de Dana White, ancien promoteur de boxe. Sous leur impulsion, des règles unifiées sont instaurées. 5 catégories de poids, une limite de temps, 3 ou 5 rounds, un arbitrage, le port de protection, ainsi qu'une liste de trentaine d'interdictions et 8 manières différentes de remporter la victoire. Et ça a permis de prouver que le MMA était un sport comme les autres et qu'il méritait sa respectabilité. Et depuis, le MMA a connu une croissance spectaculaire. Il s'est implanté dans de nombreux pays et s'est imposé comme l'un des sports les plus populaires. Mais si on va faire un petit tour chez nos voisins français, on peut dire que le MMA a vraiment souffert de son image bestiale. Considéré comme trop violent et opposé aux valeurs des arts martiaux traditionnels, il était interdit malgré son succès mondial. Les critiques venaient du Comité national olympique, de fédérations comme celle de la boxe ou du judo, et l'absence de règles claires renforçait cette image de sport brutal et showy. Le changement a commencé en 2019 avec Roxana Maracineanu, ministre des Sports à l'époque. Elle a compris que l'interdiction poussait la pratique dans l'illégalité sans cadre ni sécurité. Alors en janvier 2020, le MMA a été légalisé et placé sous la régulation de la Fédération française de kickboxing, ce qui a ouvert la porte à une reconnaissance officielle et à un environnement sécurisé. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un jour attendu pour les amoureux du MMA. Des figures clés comme Fernand Lopez ou le combattant Tom Duquesnoy ont joué un rôle crucial, tout comme les fans, les médias spécialisés et des organisations locales. Et depuis, le MMA explose en France. Des organisations comme Ares ou Hexagon MMA organisent régulièrement des combats et des stars comme Cyril Gane, Manon Fiorot ou Benoît Saint-Denis brillent à l'international. Au niveau amateur, la Fédération française de MMA a mis en place un circuit compétitif comme la MMA League, offrant une transition vers le professionnel.
professionnel. Les compétitions insistent sur la sécurité des athlètes avec un suivi médical strict et des règles adaptées. Le MMA gagne aussi en visibilité dans les médias français. Des chaînes comme RMC Sport diffusent les plus grands combats et des plateformes comme UFC Fight Pass permettent de suivre des stars mondiales. Et même les médias généralistes s'intéressent de plus en plus à ces athlètes, au parcours souvent inspirant. M6 a d'ailleurs diffusé une télé-réalité autour du MMA, la MMA Academy, sans parler de la série Netflix La Cage. Mais attention, nous les Belges, nous ne sommes pas en reste. Si nos voisins français font beaucoup de bruit aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la Belgique reste un des pionniers européens du MMA. Déjà à la fin des années 1990, le MMA se pratiquait dans des clubs de kickboxing ou encore de jiu-jitsu. Les entraînements et les compétitions étaient souvent organisés dans des cadres informels par des amateurs motivés, mais sans véritable structure ni reconnaissance officielle. C'était une époque où le MMA devait encore se démarquer des préjugés, souvent perçus comme un sport brutal sans règles, vous l'avez compris. Mais tout a commencé à changer en 2005 quand Ludovic Boulevin a pris les choses en main. Ancien champion d'Europe amateur et ex-combattant professionnel, avec une expérience dans des disciplines comme le Shoto, il a fondé la Fédération belge de MMA. Et cette fédération est rapidement devenue le point de départ du développement du MMA en Belgique. Son objectif était clair: structurer la pratique du MMA, établir des règles pour sécuriser les combats et offrir un cadre professionnel et éducatif. Sous l'impulsion de la fédération, le MMA belge a franchi un cap hyper important. L'un des tournants majeurs pour le MMA belge est arrivé en 2012 lorsque la fédération belge a rejoint la Fédération internationale de MMA. La Fédération internationale joue un rôle super important dans le développement du MMA amateur partout dans le monde. Leur premier objectif, c'est de mettre en place des standards internationaux pour harmoniser la pratique du sport. En gros, ils établissent des règles claires qui garantissent la sécurité, l'équité et la transparence, ce qui permet au MMA amateur d'être pratiqué dans de bonnes conditions, peu importe le pays. Ensuite, la Fédération internationale travaille avec les fédérations nationales pour structurer le sport localement. Ça passe par la formation des arbitres, des entraîneurs et des officiels, histoire d'assurer un encadrement de qualité et de professionnaliser encore plus le MMA. Ils organisent aussi des événements majeurs comme les championnats du monde de MMA amateur qui sont une super opportunité pour les athlètes de se faire remarquer et de progresser sur la scène internationale. Et parmi les figures qui ont marqué l'histoire du MMA en Belgique, tu as Tarek Safieddine qui occupe une place centrale. Il s'est imposé comme une référence mondiale lorsqu'il a remporté le titre de champion des poids welters de Strikeforce en 2013. Il est devenu le premier Belge à combattre à l'UFC. Et le hic en Belgique, c'est que le MMA n'est pas reconnu par l'ADEPS. Pourtant, l'ADEPS joue un rôle clé dans le financement et le soutien des disciplines sportives en Wallonie et à Bruxelles. Sans cette reconnaissance, le MMA ne bénéficie pas de subventions, d'infrastructures ou d'un soutien institutionnel, contrairement à d'autres sports comme le judo, la boxe ou le taekwondo. Ça freine le développement du sport et limite les opportunités pour les jeunes talents de se former et de progresser dans un cadre optimal. Mais malgré ces obstacles, le MMA en Belgique continue de se développer. Le nombre de clubs et de pratiquants augmente chaque année et des athlètes belges comme Oki Bolaji ou Patrick Abirora commencent à se faire un nom sur la scène internationale. Et sur la scène mondiale, en 2005, l'UFC lance son émission de télé-réalité The Ultimate Fighter. Cette émission a vraiment permis de démocratiser le MMA avec un combat légendaire entre Stéphane Bonnard et Forrest Griffin. Après ça, l'UFC a organisé des événements dans les lieux les plus prestigieux à travers le monde. Et en 2016, elle a été rachetée par Endeavor pour 4,2 milliards de dollars, ce qui a encore accéléré son expansion internationale, tout comme ses partenaires lucratifs, notamment avec ESPN. L'UFC, c'est le sommet du MMA, le Graal pour tout combattant. Décrocher un titre là-bas, c'est être considéré comme le meilleur au monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres grosses organisations qui comptent et qui contribuent à faire grandir ce sport. Tu as par exemple en Asie la One Championship, le PFL, le Professional Fighters League aux États-Unis, lancé en 2018. Et en France, l'Ares Fighting Championship, né en 2019. Même si l'UFC reste le rêve ultime, ces organisations offrent des opportunités énormes pour les combattants et enrichissent l'univers du MMA avec des styles variés et approches différentes. Et puis il faut dire que atteindre l'UFC, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On pourrait même comparer ce parcours à un jeu vidéo avec plusieurs niveaux à franchir où l'UFC serait le final level. Tu as d'abord le niveau amateur où tu prends l'expérience, puis tu as le niveau pro via des ligues locales ou régionales comme l'Ares ou l'Hexagone MMA. Là, l'objectif, c'est d'engranger des victoires et de se faire une réputation pour attirer les organisations de l'élite comme la PFL par exemple. Et c'est comme ça que certains arrivent à signer à l'UFC.
Bon, souvent quand il est question de MMA, on parle beaucoup des hommes, mais un peu moins des femmes. Pourtant, elles aussi ont leur place dans le MMA. L'introduction des femmes dans le MMA a marqué une étape importante dans l'histoire du sport. Ça a contribué à diversifier son public et à briser les barrières de genre dans les sports de combat. Ronda Rousey est l'une des figures les plus emblématiques du MMA féminin. Ancienne judoka médaillée olympique, bronze en 2008, elle a commencé sa carrière MMA en 2010 et s'est rapidement imposée. En 2013, elle devient la première championne féminine de l'UFC dans la catégorie des poids coqs. Sous l'impulsion de Dana White qui avait pourtant affirmé que les femmes ne combattraient jamais à l'UFC, les divisions féminines ont été introduites en 2013 grâce au succès et à la notoriété de Ronda Rousey. Et depuis, d'autres divisions féminines ont vu le jour. D'autres organisations, comme One Championship, ont également introduit des divisions féminines avec succès, mettant en avant des combattants tels que Chris Cyborg, Angela Lee et Kayla Harrison. Et c'est vrai qu'il faut dire que le MMA doit une grande partie de sa popularité mondiale à des combattants emblématiques qui ont marqué l'histoire par leur performance, leur charisme et leur capacité à transcender l'octogone. D'un point de vue international, tu as Conor McGregor, bien évidemment, superstar mondial, connu pour son trash talking et son talent, et il est devenu le premier champion UFC dans 2 catégories simultanément. Et comment ne pas parler de son combat légendaire contre Floyd Mayweather qui a attiré l'attention mondiale, faisant de lui une icône du sport et de la culture populaire. Et bien évidemment, Khabib Nurmagomedov, invaincu en 29 combats, Khabib est reconnu pour sa discipline et sa domination en lutte. Sa victoire légendaire contre Conor McGregor en 2018 et ses valeurs personnelles ont fait de lui une figure respectée et influente, notamment dans le monde musulman. Un autre grand nom est celui de Georges St-Pierre, figure emblématique du MMA. Ce Canadien a propulsé le sport grâce à sa polyvalence et son éthique. En 28 combats en carrière, ses 2 seules défaites ont été vengées. Et puis il y a aussi Anderson Silva, champion des poids moyens pendant près de 7 ans. Silva a marqué le sport avec son striking spectaculaire et ses victoires mémorables. Son record, 2457 jours en tant que champion et 16 victoires consécutives. Et si on regarde du côté de nos voisins, en bientôt 5 ans, ils ont également fait rayonner ce sport avec l'incontournable Cédric Doumbé qui a joué un rôle clé dans la popularisation du MMA en France. Déjà de base, c'est une superstar du kickboxing. Il a remporté 7 titres de champion du monde du Glory, la principale organisation de la discipline. Après la légalisation du MMA en France en 2020, Cédric Doumbé rejoint la discipline 1 an plus tard. Et il attire une toute nouvelle audience. Personnalité charismatique, provocatrice, Doumbé a su captiver le public avec son humour, ses déclarations audacieuses et ses performances spectaculaires. Et puis il y a aussi bon gamin, Cyril Gane, qui est devenu une figure incontournable du MMA en France. Ancien pratiquant du Muay Thai, il a débuté en MMA en 2018 sous la tutelle de Fernand Lopez et a rapidement intégré l'UFC après seulement 3 combats professionnels. En août 2021, il est devenu le premier Français à remporter un titre intérimaire à l'UFC en dominant Derrick Lewis. Gane a également marqué l'histoire en triomphant lors du premier événement UFC organisé à Paris en 2022. Et puis du côté du plat pays, on a Patrick Abirora qui fait rayonner la Belgique internationalement. En amateur, il a accumulé les succès. En septembre 2022, il remporte la médaille d'argent au championnat d'Europe IMAF et impressionne tout le monde avec ses 4 KO en 4 combats, dont un premier obtenu en seulement 9 secondes. Mais c'est en novembre 2023 qu'il place la Belgique sur la carte du monde en devenant champion du monde IMAF des moins de 77 kg en 3 finishes sur 5 combats en mettant KO le favori du tournoi en finale. En 2024, il passe pro et continue de briller. Avec maintenant 5 combats professionnels pour 5 victoires, il s'impose comme une figure incontournable du MMA européen. Oki Bolaji est un autre talent prometteur du MMA belge. En 2023, il s'est fait remarquer lors des Dana White's Contender Series où il a affronté et battu le français Dylan Salvador par TKO au premier round. Cette victoire lui a permis de décrocher un contrat avec l'UFC. Il remporte son premier combat contre Timothy Kouamba et devient le premier Belge à remporter un combat à l'UFC depuis Tarek Saifeddine. Et c'est actuellement le seul Belge à l'UFC. Après, bien sûr, il existe d'autres figures comme John Jones et Francis Ngannou qui ont également contribué à élargir l'audience du MMA en captivant les fans avec leurs exploits et leur histoire personnelle. Mais on est bien d'accord qu'il est impossible aujourd'hui de parler de l'évolution du MMA sans évoquer les réseaux sociaux. Ils ont complètement changé la donne. Ils ont permis de faire
exploser sa popularité et de toucher un public beaucoup plus large. En fait, ce sport semble fait sur mesure pour les plateformes comme Instagram, TikTok ou encore Twitter. D'abord, les combats de MMA sont spectaculaires, faut le dire. Que ce soit un KO fulgurant, une soumission impressionnante ou un échange explosif, ces moments marquent les esprits et se partagent en un clin d'œil. Ce sont des séquences courtes, percutantes et parfaites pour les formats vidéo rapides qu'on voit sur les réseaux. En plus, les rivalités entre les combattants avec leur face-à-face tendu ou les pics lancés en conférence de presse créent des clips qui deviennent très vite viraux. Et puis quand tu as des combattants comme McGregor ou Doumbé, c'est du pain béni parce qu'ils ne sont pas juste bons dans la cage, mais ils savent captiver l'attention. Entre provocation, moments drôles ou partage de leur quotidien, ils donnent l'impression de se rapprocher de leurs fans. On ne les voit pas seulement comme des combattants, mais comme des personnages avec une histoire, un style, une personnalité. Et chez nous, une fois encore, on a Patrick Abirora qui est hyper suivi sur les réseaux. Tout le monde parle de lui et tout le monde se l'arrache. Le MMA en tant que sport est aussi parfaitement calibré pour le monde numérique. Les combats sont courts, intenses et toujours imprévisibles. Pas besoin de passer des heures devant son écran pour vivre un moment fort, ce qui correspond finalement assez bien à l'attention limitée qu'on a souvent en scrollant sur les réseaux. Et l'organisation de l'UFC l'a très bien compris. Elle balance des extraits des combats, des coulisses et même des mini-séries comme Embedded sur YouTube. Tout est fait pour qu'on reste accro. Mais dans le MMA, tout le monde n'a pas la vie de rêve d'un McGregor. On imagine souvent que les combattants sont riches, mais la réalité est bien différente. Surtout pour ceux qui débutent. À l'UFC, la plupart des combattants gagnent entre 10 000 et 12 000 $ par combat. Dit comme ça peut paraître pas mal. Mais en creusant un peu, on comprend vite que ce n'est pas suffisant du tout. D'abord, ce montant est brut. Faut compter les frais d'entraînement payés, le coach, partenaire, le matériel, les déplacements pris en charge, les taxes parfois élevées et les frais médicaux assumés par le combattant. Et quand tu fais le compte à la fin, il reste plus grand chose. Donc pour beaucoup, c'est difficile de vivre correctement avec ses revenus. Et le fossé est encore plus grand quand on compare les stars et les autres. McGregor par exemple a touché environ 20 millions de $ pour son combat contre Donald Cerrone, tandis qu'un combattant lambda sur la même carte peut gagner à peine 10 000 $. Et cette inégalité est de plus en plus critiquée car l'UFC génère des revenus énormes. En 2022, on parle d'environ 1 milliard de $, mais seulement 15 à 20% de ces revenus revient aux combattants. À titre de comparatif, dans des ligues comme la NBA ou à la NFL, les athlètes reçoivent près de 50% des revenus générés. Un autre problème, c'est aussi qu'il n'existe pas de syndicat pour défendre les combattants de MMA. Dans des sports comme le football ou le basketball, les joueurs peuvent compter sur des unions pour négocier des contrats plus justes. Mais dans le MMA, les athlètes doivent se débrouiller seuls face à des géants comme l'UFC. Francis Ngannou, par exemple, a dénoncé cette situation. Même en tant que champion des poids lourds, il se sentait sous-payé et a refusé de prolonger son contrat à cause de ça. Après, tu as certaines organisations qui essayent de faire mieux. Le PFL, par exemple, propose des tournois où les combattants peuvent gagner jusqu'à 1 million de $. Mais ces organisations ont moins de visibilité que l'UFC, ce qui limite les opportunités. Donc au final, la précarité des combattants reste un gros problème dans le MMA. Alors que ce sport gagne en popularité et génère toujours plus d'argent, beaucoup d'athlètes ont du mal à joindre les deux bouts. Les revendications pour une meilleure répartition des revenus se multiplient, mais peu de choses ont changé. Mais si le MMA veut continuer à grandir, il devra mieux récompenser ceux qui rentrent dans l'octogone. Les influenceurs ont pris d'assaut le monde des sports de combat. Vous connaissez tous Ibra TV, non? Tu laisses un gros pouce bleu. Et leur arrivée dans le MMA et la boxe a bouleversé les codes traditionnels. Des personnalités comme Jake Paul, Logan Paul ou encore des créateurs de contenu français comme Rebeu des Terres se sont lancés dans ces disciplines, attirant à la fois un énorme engouement et de nombreuses critiques. Mais ce qui est sûr, c'est que leur impact sur la popularité du MMA et de la boxe est indéniable. Avec leurs millions d'abonnés sur YouTube, Instagram et TikTok, ces influenceurs amènent une visibilité inédite à ces sports, génèrent des millions de vues en pay-per-view et captent aussi l'intérêt des sponsors, ce qui augmente les revenus globaux pour ces disciplines. Il y a quelques mois en Belgique, on voyait deux influenceurs, Sebidadi et Ilan, s'affronter dans la cage de l'espace McDonald's à Colfontaine devant 1200 personnes. Pourtant, eux, c'est plutôt sur TikTok que tu as l'habitude de les voir prendre des coups ou jouer au clown. Après, si je sors un peu du MMA et que je regarde du côté de la boxe anglaise, tu as l'exemple parfait de Jake Paul. Parti de YouTube, il a transformé ses combats en véritables événements mondiaux. Que ce
soit contre Tyron Woodley, ancien champion de l'UFC, ou Anderson Silva, une légende du MMA, chaque combat attire des millions de spectateurs. Et ça ne s'arrête pas là. Son affrontement avec Mike Tyson, diffusé sur Netflix, a été un moment marquant. Imaginez un peu un boxeur de 27 ans, célèbre pour ses vidéos YouTube, face à une légende de 58 ans. Bien que certains aient qualifié ce combat de farfelu, l'événement a généré un buzz incroyable avec une diffusion mondiale et des chiffres impressionnants. Chaque combattant a empoché 40 millions de dollars. Preuve que ces combats hybrides intéressent autant qu'ils divisent. Et une fois encore, ce phénomène amène une nouvelle audience. Jake Paul et les autres influenceurs attirent les jeunes qui n'auraient peut-être jamais regardé un combat de boxe ou de MMA. Un autre exemple, c'est le DTR Fight organisé par Billy, qui a rassemblé plus d'1 million de viewers sur Twitch et a rempli une salle à Paris. Mais tout n'est pas rose, parce que beaucoup critiquent le manque de légitimité sportive des influenceurs, ils n'ont pas le parcours des vrais athlètes et certains les accusent de réduire ces disciplines à de simples spectacles. Et c'est vrai que pendant que des combattants pros galèrent à se faire un nom et à toucher des salaires décents, ces influenceurs, eux, débarquent avec leurs millions d'abonnés et décrochent directement des gros cachets. Alors forcément, ça crée des tensions. En gros, on assiste à un nouveau modèle hybride où le divertissement et la compétition coexistent. Et c'est clair que cette tendance est là pour durer. Alors oui, fatalement, ça dérange les puristes, mais en même temps, ça redéfinit les règles et attire un public complètement nouveau. Le vrai défi maintenant, c'est de trouver un équilibre entre spectacle et respect de l'essence du sport. Alors on sera d'accord de dire que le Graal pour chaque sport, c'est d'être mondialement reconnu et de pouvoir être représenté aux Jeux Olympiques. Et c'est ce qu'espèrent voir plusieurs stars du MMA pour leur discipline. Mais ce n'est pas si simple parce que si le MMA devait rejoindre les JO, ce serait dans une version amateur, comme la boxe olympique. Et ça impliquerait certainement des règles spécifiques, plus de protection pour assurer la sécurité des participants et une limitation des coûts autorisés, histoire de rendre le sport plus acceptable pour un public parfois réticent à sa violence perçue. Et dans cette mesure-là, certains pourraient avoir peur de perdre l'authenticité de ce sport. En tout cas, la Fédération internationale de MMA y travaille. En 2018, elle a fusionné avec la World Mixed Martial Arts Association pour unir leurs forces et augmenter leurs chances de succès. Et des figures comme Khabib ou le président de l'UFC Dana White appuient également cette initiative. Mais si certains espèrent voir le MMA intégrer les JO dès Los Angeles 2028, il est plus probable que cela arrive en 2032 ou en 2036. Alors juste un petit aparté pour faire un gros big up à Thibaut Paoletti et au coach Tarek qui m'ont vraiment bien aidé pour avoir un complément d'information pour cette vidéo. J'espère que vous êtes restés avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et désolé pour tous les noms et prénoms que j'aurais pu écorcher. Et en vérité, si vous avez un problème avec ma prononciation, octogone. Octogone les gars. Et toi personnellement, c'est quoi ton avis sur le MMA? Dites-moi tout ça en commentaire, mais en attendant, vous connaissez la chanson, vous prenez soin de vous la famille.